Le repère du génie à tête de bouc. Un couple eut 3 garçons. Au premier, il donna le prénom Fakame, celui qui obéit au père, parce qu'il faisait toujours ce que son père lui demandait de faire. Le deuxième s'appela Bakame, celui qui obéit à la mère. Lui ne refusait jamais ce que sa mère lui demandait de faire. Comme le troisième n'obéissait à personne et faisait les choses à sa tête, le couple le nomma Yerekame, celui qui n'en fait qu'à sa tête. Un jour, les 3 garçons et leurs parents étaient en train de cultiver leurs champs quand la pluie s'est mise soudain à tomber d'eux. Ils allèrent s'abriter dans une grotte. Quelques instants après, arriva un être bizarre, cornu, qui avait 100 têtes, 100 yeux, 100 oreilles, et puait 100 lieues à la ronde. C'était Bilissi. Bilissi, le génie à tête de bouc. Le père le savait. Il vint se coucher au travers de l'entrée de la grotte, enfermant leurs 2 parents et leurs 3 garçons à l'intérieur. Comment allait-il faire pour se tirer de cette trappe? Le père réfléchit un moment, puis dit à Fakame, celui qui obéit au père: Fakame, on voit que cette pluie ne va pas s'arrêter. Tes parents commencent à attraper froid. Peux-tu aller nous chercher le feu, s'il te plaît? Fakame obéit et Bilissi s'écarta pour le laisser sortir. Il ne revint pas. Quelque temps, le père se tourna vers Bakame, celui qui obéit à la mère, et lui dit: Bakame, j'ai envoyé Fakame chercher le feu. Il n'est pas revenu. Pourrais-tu, toi, aller chercher le feu pour tes parents qui commencent à attraper froid? Bakame obéit, le génie à tête de bouc le laissa sortir. Il ne revint pas. Le père se tourna alors vers Yerekame et le pria d'aller chercher le feu pour ses vieux parents. Moi, dit Yerekame, sous cette pluie battante, jamais de la vie. Crevez si vous voulez, je ne sortirai pas. Le père se tourna alors vers sa femme et lui dit: Comme Yerekame a refusé d'aller nous chercher le feu, pourrais-tu aller toi? Tu es plus jeune que moi pour supporter la pluie et le vent. La mère obéit, Bilissi s'écarta et la laissa sortir. Elle ne revint pas. Comme la mère ne revenait pas, le père dit à Yerekame: Comme tu ne peux pas sortir sous la pluie, c'est donc moi qui vais te chercher le feu. Je reviens dans un instant. Bilissi s'écarta et le laissa sortir. Mais à peine le père eut-il disparu que le génie à tête de bouc, qui avait 100 yeux, 100 mains et 100 oreilles, se dirigea droit sur Yerekame. Je savais que ton père est rusé. Il voulait sauver sa famille. Je l'ai laissé faire en connaissance de cause. Mais comme toi, tu ne fais qu'à ta tête. Et hop, il se jeta sur Yerekame et le dévora. Cette année-là, au pays des animaux, il ne tomba pas une seule goutte de pluie. Et pour ne rien arranger, les criquets étaient venus dévorer le peu de végétation qui avait poussé. Le lion, leur roi, les convoqua dans son palais et leur tint ce discours. Chers sujets, comme vous le savez tous, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie dans notre pays. Il n'y a pas de nourriture. Aussi, moi, votre roi, le roi de tous les animaux, je décrète. Article 1, que personne ne vienne me demander à manger, car je n'ai rien. Article 2, que chacun se débrouille comme il peut. Article 3, dispersez-vous. Les animaux se dispersèrent, chacun allant de son côté. Mais avant, le cheval dit: Moi, je vais rejoindre les hommes au village. Ces petits êtres à 2 pattes sont intelligents et ingénieux. En échange de mes services, ils me donneront à boire et à manger. Il gagna le village en galopant. Il devint ainsi un animal domestique. L'âne, le mouton, le dromadaire, bref, tous les animaux aujourd'hui domestiques dirent la même chose et rejoignirent les hommes au village.
Mais l'hyène, après mûre réflexion, trouvant que c'était vrai que ces petits êtres bizarres qui marchaient à deux pattes étaient intelligents et inventifs, mais qu'ils possédaient un bâton, long, très long, qui crachait du feu. Elle, l'hyène, par prudence, allait attendre un peu et se débrouiller dans la brousse. Le lion lui donna raison, la girafe et l'éléphant lui donnèrent raison, même le petit hérisson trouva que l'hyène avait totalement raison, parce que prudence est mère de sûreté. Tous les animaux aujourd'hui encore sauvages donnèrent raison à l'hyène et préférèrent mourir de faim que de rôtir au fond d'une casserole. Et ils s'enfoncèrent davantage dans la forêt. Le petit hérisson qui errait seul dans la brousse vit un arbre à zaban couvert de fruits mûrs et délicieux. Il monta sur l'arbre et commença à manger. Vint le lion qui le vit sur l'arbre. Le lion lui demanda de lui envoyer quelques fruits. C'était vrai que lui, le roi de tous les animaux, il avait imposé à chacun de se débrouiller tout seul. Mais cela faisait 3 jours qu'il n'avait rien mis sous la dent. Le hérisson lui envoya un premier fruit. Il le mangea. C'était délicieux. Il envoya un deuxième fruit. Le lion le mangea. Mais le troisième fruit vint frapper le lion sur son museau royal. « À moi ça? À moi, petit hérisson ?» rugit le lion. « Malheur à toi, grand malheur à toi si tu descends. » Le petit hérisson resta dans l'arbre, il pleurait, il se lamentait. Quelque temps après, arriva l'hyène. Elle vit le petit hérisson en train de pleurer, abondamment. Elle eut pitié et dit, « Petit hérisson, que t'est-il arrivé? Ton arbre est plein de fruits, il faut manger au lieu de pleurer. » En réponse, le petit hérisson chanta. Ntongongo bira samina ko beki da yini korojara nani dane koro ko ne ka son zaban. Le lion a dit que chacun devait se débrouiller comme il pouvait. Mais voici ce même lion qui vient me demander des fruits. Le fruit lui est tombé sur le museau et il m'a dit « Malheur à toi, grand malheur à toi, petit hérisson. » La grande girafe au long cou arriva et dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde? Non. Le petit lièvre arriva sur son cheval, en fait un grand coq qui galopait en chantant. La vérité, rien que la vérité est toujours la vérité. La vérité, rien que la vérité est toujours la vérité. Petit lièvre vit le petit hérisson au sommet de l'arbre qui pleurait sans s'arrêter. Il lui demanda, « Que t'arrive-t-il, petit hérisson ?» Le petit hérisson lui chanta sa petite chanson. Le petit lièvre n'avait pas vu le lion au pied de l'arbre. Quand il le vit et que le lion le menaça de son regard, il lui cria, « Va-t'en d'ici, c'est toi-même qui as dit que chacun devait se débrouiller comme il pouvait. Tu n'as pas le droit de venir menacer le petit hérisson. » Le lion bondit pour attraper le petit lièvre, mais celui-ci se sauva sur son cheval de coq vers le village. Le lion le poursuivit, mais à l'entrée du village, il y avait debout derrière un arbre un homme qui tenait un long bâton. Quand le lion vit cet homme, il retourna dans la brousse. Le petit lièvre entra dans le village et devint le lapin. La princesse orgueilleuse. Un roi voulait marier sa fille, mais celle-ci ne trouvait aucun prétendant à son goût. Les hommes les plus beaux, les plus riches, les plus nobles, les plus valeureux faisaient en vain leur cour. En vain, ils déposaient fleurs et cadeaux à ses pieds, qu'elle avait menus et fins, reconnaissons-le, et c'était soudain en les regardant comme si le reste du monde n'était peuplé que de palmipèdes. Un roi voulait marier sa fille, mais celle-ci ne trouvait aucun prétendant à son goût. Les hommes les plus beaux, les plus riches, les plus nobles, les plus valeureux faisaient en vain leur cour. En vain, ils déposaient fleurs et cadeaux à ses pieds, qu'elle avait menus et fins, reconnaissons-le, et c'était soudain en les regardant comme si le reste du monde n'était peuplé que de palmipèdes. Elle contemplait dans les yeux des hommes sa beauté hautaine et implacable. Une telle perfection n'est pas de ce monde, pensait-elle. Qui sont-ils tous pour se prétendre dignes de moi? Par orgueil, elle se mura dans le silence
et ne prononça bientôt plus un mot. Était-elle devenue muette? Le roi, au désespoir, promit d'accorder sa main à celui qui saurait dissiper ce funeste sortilège et lui rendre la parole. Mais les multiples tentatives de ces courtisans échouèrent les unes après les autres. Ni les sacrifices, ni les prières ne lui firent desserrer les lèvres. Un jour, un lépreux se présenta devant la princesse. Il était vêtu de haillons, comme si son habit aussi avait contracté le mal hideux qui le dépouillait. Tout le monde alentour se mit à rire et se moquer. Comment? Les hommes les plus beaux du pays, les plus riches, les plus nobles, les plus valeureux n'ont su réjouir son cœur et lui rendre la parole. Et toi, chien galeux, lépreux immonde, guignard, tu prétends y parvenir? La fille du roi elle-même sembla se rembrunir davantage. Mais le lépreux ne dit rien. Il accorda à peine un regard à la princesse. Il s'assit sur ses talons et commença à dresser un petit feu pour faire bouillir l'eau de son thé. Il ne mit que 2 pierres dans le foyer, si bien que la théière mal assurée se renversa sur le sable. Il l'emplit d'eau à nouveau. À nouveau, il la posa sur les 2 pierres. À nouveau, elle se renversa. Patiemment, il recommença 2 fois, 3 fois encore et 2 fois. 3 fois encore, la théière se renversa. À la 5e tentative, la princesse excédée s'écria: « Mets donc une 3e pierre dans ton feu pour assurer l'équilibre. » Et c'est ainsi qu'une très orgueilleuse princesse épousa un lépreux. L'histoire des 3 amis. Il y a longtemps, très longtemps, oui, c'était au commencement du monde, 3 amis, le vautour, le calao et la poule tombaient malades. Le premier souffrait de calvitie, le second d'une anomalie au bec, le troisième des crampes aux pattes. Pour se faire entendre, ils se mirent à chanter. Aïe, adunia nomba yoi. Dunia nomba, duna sanga nomba yoi. Aïe, adunia nomba yoi. Dunia nomba, dansanga nomba yoi. La vie d'ici. Quelle vie ici? Ah, la vie est aux enchères. Dieu ne répondit pas. Alors ils décidèrent d'aller directement voir Dieu pour qu'il les guérisse. La poule contesta. Mes amis, ne dépassons pas les bornes. Dieu ne va plus tarder. En agissant ainsi, nous allons le mécontenter. Alors pourquoi nous presser? Le vautour et le calao n'écoutèrent pas la poule et partirent au ciel de leur vol lourd. Tandis qu'ils montaient de plus en plus haut, Dieu arriva et guérit la poule. Depuis ce jour, le vautour est resté chauve et le calao a un long bec tordu. À présent, il continue à planer dans les airs à la recherche de Dieu. Les méchantes coépouses. Il était une fois un roi. Il avait une première femme. Il vint à en épouser une seconde. Lorsqu'arriva cette deuxième femme, la première ne put la supporter et s'en alla trouver les marabouts. Ceux-ci, par leur maléfice, finirent par transformer la jeune femme en hyène et celle-ci partit dans la brousse. Alors la marâtre dit à l'aîné que sa mère était devenue une folle. Cependant, à la nuit tombée, la mère venait derrière les maisons et parlait avec sa fille.
Arabadjeke, ma fille, dors-tu? Non, non, je ne dors pas. Il y a des arachides dans le grenier. En as-tu donné à ton frère? Il y a de la crème dans la petite gourde. En as-tu donné à ton frère? Ma coépouse m'a transformé en hyène. Ma méchante coépouse m'a transformé en hyène. Allah! Puis elle retournait dans la brousse. Cela dura longtemps, longtemps. Cependant, une petite vieille finit par s'apercevoir du manège et s'en alla trouver le roi. Roi, lui dit-elle, on dit que la mère de tes enfants est devenue folle, mais elle n'est pas devenue folle du tout. C'est sa coépouse qui a fait contre elle des maléfices et l'a transformée en hyène. Quoi? Parfaitement. Alors le roi chargea son fusil. Il monta sur le toit d'une grande maison et attendit. À la nuit tombée, l'hyène arriva. Arabadjeke, ma fille, dors-tu? Non, non, je ne dors pas. Il y a des arachides dans le grenier. En as-tu donné à ton frère? Il y a de la crème dans la petite gourde. En as-tu donné à ton frère? Ma coépouse m'a transformé en hyène. Ma méchante coépouse m'a transformé en hyène. Allah! Quand elle voulut s'en aller, le roi sauta du toit de la maison et l'attrapa. Il alla la montrer à sa première femme. N'est-ce pas toi, lui dit-il, qui est responsable de cela? N'est-ce pas le résultat de tes maléfices? Alors il déchargea sur elle son fusil et la tua. Et au moment même où il tua la marâtre, l'hyène perdit sa forme animale et redevint la jeune femme qu'elle était auparavant. Là où j'ai pris ce conte, je le remets. La jeune femme, la tourterelle et le vieux caïman. Yuma était une orpheline. Sa mère était morte en lui donnant la vie. Très jeune, on l'avait mariée à un homme jaloux, si jaloux qu'il avait quitté tout le monde pour aller s'installer au milieu de la forêt. Tous les soirs, de retour de la chasse, il battait Yuma. Ce soir-là, il fut particulièrement cruel. Après avoir battu Yuma comme on bat son mille, il s'empara de son fusil et menaça de la tuer. Yuma se sauva dans la nuit. Elle voulait rejoindre le village de ses parents. Mais le village de ses parents et le hameau de son mari étaient séparés par une grande rivière. Dans cette rivière vivait un vieux caïman mangeur d'hommes. Une fois la nuit tombée, personne ne pouvait la traverser cette rivière sans se faire dévorer par le vieux caïman. Yuma se retrouva au bord de la rivière. Si elle s'y jetait, le vieux caïman allait la dévorer. Si elle retournait chez son mari, celui-ci allait peut-être la tuer. Elle tremblait, pleurait, se lamentait. Soudain, la rivière se mit à remuer dans tous les sens, balayée comme par une tempête. Et dans l'obscurité, Yuma vit émerger de l'eau et nager vers elle quelque chose comme une île flottante. C'était le vieux caïman. Il vint s'amarrer près de Yuma et lui dit: « Monte sur mon dos, ma fille. Je vais te faire traverser. » Yuma monta et le caïman la transporta sur l'autre rive. En la déposant, il lui dit cependant: « Que cela reste entre nous. Personne d'autre ne doit le savoir. » Yuma rentra chez ses parents. Sa marâtre effrayée lui demanda: « Qui t'a aidé à traverser la rivière? Dis-moi. » Elle répondit en baissant les yeux: « Personne. » Son père lui posa la même question. Les vieux du village, les jeunes, à tous elle répondit: « Personne. » Mais le jour où son copain d'enfance lui dit: « Entre nous, qui t'a fait traverser la rivière? Il y a le vieux caïman mangeur d'hommes. Même les plus braves chasseurs ne peuvent s'y hasarder une fois la nuit venue.
dis-moi le secret entre nous. Elle répondit, c'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé, mais que cela reste entre nous. Mais cela ne resta pas entre eux, car ce que Yuma ne savait pas, c'était que la petite tourterelle la surveillait. La petite tourterelle qui avait été témoin du pacte avec le vieux caïman. Arriva le jour où elle devait retourner chez son mari. De nouveau, toute seule, elle se retrouva au bord de la rivière dans la nuit. C'était le clair de lune. Le vieux caïman émergea de l'eau et commença à nager vers elle quand la petite tourterelle perchée sur une branche chanta. Son père le lui a demandé. Elle a répondu, personne. Sa mère le lui a demandé, personne. Même les vieux le lui ont demandé, toujours personne. Mais quand son copain le lui a demandé, elle a répondu, c'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. Le vieux caïman se tourna vers la tourterelle et lui dit, ta chanson est certes belle, mais je ne l'ai entendue que d'une oreille. Si tu venais te percher sur ma langue pour la répéter, je l'entendrais des deux. La petite tourterelle sauta sur la langue du vieux caïman et n'acheva sa chanson que dans l'estomac de celui-ci. Ensuite, le vieux caïman vint se ranger auprès de Yuma. Monte ma fille, je vais te faire traverser et gare à ton mari si de nouveau il touche à un seul de tes cheveux. Il aura affaire à moi. Il fit traverser Yuma et lui donna beaucoup de richesses, des vêtements, de l'or et des chevaux. Elle devint une reine et fonda sa dynastie. Mon plaisir. Le roi pleurait la disparition de son animal préféré, un bouc qu'il avait nommé Mon plaisir. Il promet une fortune à celui qui pourra lui apporter quelques éclaircissements sur cette mystérieuse disparition. En vérité, Malice était le coupable. Il avait tué mon plaisir, l'avait dépecé, avait tanné sa peau et avec sa chair s'était concocté un délicieux tasseau de cabri. Il se présente devant le roi et lui donne le conseil suivant. Lors de la veillée mortuaire, pour mon plaisir, demandez donc aux participants d'offrir une chanson ou un poème. Vous trouverez peut-être quelques indices qui vous éclaireraient sur la disparition de mon plaisir que vous aimiez tant. Sire mon roi, croyez bien que je compatis à votre douleur, ajoute Malice, qui échafaudait un plan diabolique contre Bouki son souffre-douleur. Le roi se laisse tenter par la proposition de Malice, mais néanmoins, il lui promet le pire des supplices en cas d'échec. De retour chez lui, Malice coupe dans la peau du bouc un habit fort élégant et compose une chansonnette avec paroles et mélodies. Il convoque Bouki et lui fait miroiter que le roi offrira, lors de la veillée mortuaire, une récompense au plus élégant des invités qui, en outre, lui interprétera la plus belle chanson dédiée à mon plaisir. 5 barils d'argent. Hélas, glisse Malice, j'ai tout ce qu'il me faut, habits et chansons, mais je souffre d'un gaz qui me paralyse l'épaule et je ne pourrai pas participer à la veillée. Vous qui se tortillent, tous, se grattent le crâne et pleurnichent. Je peux y aller à ta place, mon ami Maïch. Alors je te vends mon habit à prix d'ami, 1 baril d'argent, propose Malice. Top là, fait Bouki. Et la chanson?
à prix d'amis, fait Malice. Un baril d'argent, coupe Bouki, qui très rapidement a calculé qu'il lui resterait 3 barils d'argent des 5 que lui donnerait le roi en récompense de son élégance et de son chant. Le soir de la veillée mortuaire, le palais déborde de monde. Le roi n'a pas lésiné. C'est une veillée digne de celui qui lui donnait tant de plaisir. Des bœufs entiers rôtis sur de grands boucans, des porcs cuits à la broche, d'innombrables barriques de rhum coulent à flot. Bouki, gonflé comme Léon le Pont, s'avance en relevant les pans de son habit. Il arrive juste à temps pour chanter. Wa 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 m'tendez, ou fayon rassembler, ou pas t'inviter moi. À la m'tendez, ou pédi mon plaisir, mais police ou demain. Reng beng deng beng, mais culis ou demain. L'assistance s'agite. Le roi encourage le chanteur à donner à nouveau de la voix. Bouki s'exécute aussitôt. Ouah, 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 j'apprends qu'il y a une veillée à laquelle je n'étais point convié. J'apprends de même la perte de mon plaisir. Voilà sa peau sur mon dos. Ring beng deng beng, voilà son cuir sur mon dos. Les invités enhardis s'approchent de Bouki, tournent autour de lui et palpent le vêtement. C'est en effet la peau de mon plaisir que le chanteur a sur le dos. Le roi ordonne aussitôt à ses gardes de s'emparer de l'assassin et de le tuer en bas à coups de bâton, en bas à coups de coco macaque. Bouki tente de s'expliquer. C'est la faute à moi. Malice, qui s'était glissé dans l'assistance, crie aussitôt aux gardes de lui rompre les dents, de ne pas le laisser parler, sinon Bouki prononcerait une formule magique et disparaîtrait. Quand la bastonnade cesse, Bouki n'est plus qu'une masse informe. Malice, lui, reçoit 5 barils d'argent et devient conseiller du roi. Papa bon Dieu, l'homme et le tigre. La parole dit: Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et Tigre le dernier. Un jour, Tigre croise l'homme à la rivière et lui demande s'il croit que la parole dit la vérité. Permets-moi de grimper sur ce cocotier pour réfléchir et te répondre. Lorsqu'il se retrouve très très haut sur la cime de l'arbre, l'homme crie à Tigre: La parole dit la vérité. Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et Tigre le dernier. Tigre grogne, rugit et siffle longuement pour rameuter ses frères qui accourent aussitôt en rang serré. L'homme qui est dans ce cocotier prétend que Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et Tigre le dernier. Mensonge! Rétorque le tigre qui ceinture l'arbre, lui laboure le tronc avec leurs griffes, le secoue sans pour autant arriver à y grimper. Du haut du cocotier, l'homme regarde la scène avec un sourire narquois. « Nous ferons la courte échelle !» s'écrie Tigre, « et avec nos corps, nous élèverons une tour assez haute pour que le dernier d'entre nous puisse faire tomber l'homme de son perchoir. Tigre ne sera jamais le dernier. » Et c'est ce que firent les tigres, avec entrain et détermination. Les vieux et les moins vieux consolident la base. Les adultes et les jeunes grimpent au sommet de l'échelle.
C'est alors que l'homme, perché sur la cime qu'avait atteint le plus jeune des tigres, lui glisse à l'oreille assez fort pour qu'on l'entende. « Si tu bouges d'une semelle, je te coupe la tête avec mon couteau !» En entendant la menace faite à son petit, la mère, qui se trouvait au milieu du tas de tigres, sursaute, rugit de terreur et déséquilibre la tour qui s'effondre. Tous les tigres tombent et prennent la poudre d'escampette. Quand ils eurent tous disparu, l'homme, debout au pied du cocotier, déclara « Et toc !» Comme dit la parole, Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et Tigre le dernier. Banta et la tortue qui chante. Banta était le chasseur le plus redoutable de la savane. Tout animal qui passait à portée de sa lance pouvait se considérer comme mort, dépouillé et rôti. Et déjà ses ossements blanchissaient au soleil. Banta faisait fi de l'ancienne croyance selon laquelle l'homme qui tue une femelle gravide ou accompagné de son petit périra lui-même sans descendance. Au demeurant, Banta était père de 3 beaux enfants. Chaque soir, il rentrait chez lui chargé de gibier, portant autour de son cou des renards et des écureuils, dans les sacs attachés à sa ceinture, des lièvres et des pigeons, et tirant par les pieds un zèbre ou une antilope. Il tuait plus que lui et les siens ne pouvaient manger, par goût du sang et du meurtre, pour le seul plaisir de tuer. Banta aimait aussi à se vanter et nul n'aurait pu le faire taire lorsqu'il se lançait dans le récit de ses carnages. Aujourd'hui, les animaux de la brousse se réunissent sous un manguier pour tenir conseil. Il est temps de réagir et de mettre hors d'état de nuire cet exterminateur avant que tous ne succombent, frappés par sa lance ou étranglés par ses coulées. Mais qui osera affronter Banta le chasseur? Le lion baisse la tête, très intéressé tout à coup par une fourmi qui passe entre ses pattes. Le rhinocéros a justement affaire ailleurs, un rendez-vous de la plus haute importance pour sa carrière de rhinocéros. Et l'éléphant se sent bien faible. Il n'est pas le seul malade. Moi aussi j'ai dû attraper froid, dit le serpent. Quant au charognard, il aura sans doute mangé de la viande trop fraîche. En somme, nul n'est assez fou pour défier Banta le chasseur. Le carnage va continuer. Le sang des animaux de la savane coulera jusqu'à la dernière goutte. C'est alors qu'une toute petite tortue se porte volontaire. Elle demande seulement aux autres animaux de rester cachés le lendemain, de ne quitter sous aucun prétexte leur gîte, leur terrier, leur tanière. Banta bat les buissons avec un bâton. Il soulève chaque pierre, puis il renverse la tête et fixe éperdument le ciel vide. Jamais la savane n'avait été si calme. En vain cherche-t-il des empreintes dans le sable ou la poussière. Pas un souffle de vie, pas un bruit d'aile, pas un crocodile dans les marigots. Le soir venu, bredouille pour la première fois, Banta se résigne à prendre le chemin du retour, le cœur empli de colère et d'amertume. Il n'a pas rêvé. Il a bien entendu des notes claires d'une kora. Puis, un chant mélodieux semble provenir de ce bouquet de hautes herbes. Intrigué, Banta s'approche prudemment. C'est une toute petite tortue qui chante, en pinçant avec allégresse les cordes de son instrument. Voilà qui amusera mes enfants, se dit Banta, et fera peut-être oublier l'insuccès de ma chasse. Et il fourre la tortue dans un sac. Tu ne ramènes donc pas de gibier, s'écrie son fils en le voyant entrer dans la cour de la concession. J'ai mieux, répond Banta. Grâce à ma ruse et à mon adresse, j'ai capturé une tortue qui chante. Écoutez-la. Et devant la famille et les voisins réunis, la tortue docilement se met à jouer de son instrument et à chanter.
Banta reçoit les applaudissements comme s'ils lui étaient adressés. Je tiens avec cette tortue une belle occasion de briller devant le roi, pense-t-il. Le lendemain, il se présente au palais et demande audience. J'ai dressé cette petite tortue à chanter pour vous, noble roi. Reviens ce soir, elle chantera devant la cour. Et voici la cour rassemblée. Battant tient dans ses mains la tortue prodigieuse. Avec un sourire de triomphe, il l'installe sur un tabouret et pose sa couronne devant elle. Vas-y, chante. Mais la tortue reste muette. Chante, allez. Mais la tortue reste muette. Chante, allez. Mais la tortue, lentement, rétracte sa tête et ses pattes dans sa carapace. Honte sur Banta. Huée, sifflet, crachat. Le roi qui n'apprécie guère que l'on se moque de lui ordonne l'exécution du fanfaron. Une potence est dressée sur le champ. Voici Banta à son tour pris au collet. Il suffoque et se débat inexorablement. Il meurt. Et comme une ultime convulsion tord son corps supplicié, dans le silence funèbre, une kora soudain égrène quelques notes cristallines, puis une petite voix entonne un chant, étrange et gai, tandis que Banta grimaçant rend son dernier soupir. La canne calendérique. Il était une fois une canne. La canne calendérique qui pondait de gros œufs blancs. Elle pondait tant de gros œufs blancs que son nid était noir de blanc. Un jour, Calendérique s'en va au marché. Pendant son absence, Malice, le malin, découvre son nid et vole un œuf. Puis, il en vole 9. Bouki, le glouton, s'approche du nid et mange tous les œufs de la canne Calendérique. C'est Calendérique qui pondait. Calendérique pondait. Un jour, Malice qui passe et vole un œuf. Un jour, Malice repasse et en vole 9. Un jour, Bouki qui passe et les vole tous et les mange tous. De retour du marché, la canne Calendérique trouve son nid vide, alors qu'elle l'avait laissé noir de blanc. Elle pique une colère bleue et s'écrie: Je vais me camper au bord de la rivière pour interroger tous ceux qui viendront s'y désaltérer. Parmi tous ces assoiffés, je trouverai bien le voleur de mes œufs, car trop manger donne soif. Tiens, voilà un bœuf qui vient boire, suivi d'un cabri, d'un cochon et d'un caïman. Bœuf, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Bœuf, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Me, des peaux de banane. Me, des peaux de banane. Cabri, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Cabri, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Bé, 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 de l'herbe de Guinée. Bé, 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 de l'herbe de Guinée. Cochon, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Cochon, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Ron, 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 un gros tas de fatras. Ron, gron, gron, un gros tas de fatras. Caïman, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Caïman, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Fiat, fiat, fiat.
2 ou 3 petites mouches. Fiut, fiut, fiut. 2 ou 3 petites mouches. Tiens, voilà Malice le malin, suivi de Bouki le glouton qui viennent boire eux aussi. Malice, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Malice, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Wesh, wesh, wesh! Du hareng sort, madame. Wesh, wesh, wesh! Hareng sort, madame. Bouki, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Bouki, 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 qu'as-tu donc mangé pour avoir si soif? Oh loloï, tes œufs calandériques. Oh loloï, tes œufs calandériques. Lorsque la canne calandérique entend ce que lui répond Bouki, elle se jette sur lui et le cogne et le frappe avec son bec. Elle cogne, elle frappe, elle cogne avec son bec. Elle cogne, elle frappe, elle cogne, elle frappe. Tant de fois que Bouki meurt sous ses coups de bec pour la première fois. Oui, pour la première fois. Parce que la gloutonnerie ne meurt jamais longtemps.